Bonsoir et bienvenue dans Au Quotidien. Je suis une nouvelle fois ravi de vous retrouver. Et je suis aussi ravi de retrouver Laure Girard. Bonsoir Laure. Mais oui, moi aussi je suis ravie de vous retrouver. Bonsoir à tous. Et on est aussi ravi de retrouver notre invité ce soir. Yves Calip est maire adjoint en charge des solidarités au Mans et il vient nous parler du 2e congrès national des solidarités. Ça se passe les 2 et 3 février prochains au Palais des Congrès. Et dans la suite, je crois que Laure, vous avez testé, vous avez expérimenté. Oui, j'ai découvert une expérience vibratoire et sensorielle mise en place par les étudiants de l'école d'ingénieurs du Mans, l'ENSIM, dans le cadre de Le Mans Sonore, la Biennale du son. Vous verrez ça tout à l'heure. Ça, c'est donc à 18h45, place à l'actu. Et en ce jeudi 25 janvier, une édition du journal très sonore justement. Avec d'abord la cloche ou les cloches de Chemiré-le-Gaudin qui n'a jamais autant résonné dans le cœur des habitants que depuis qu'elle ne peut plus sonner. Justement, vous verrez pourquoi. Et puis découverte d'un voyage sonore ou plutôt d'un concert dans un train TER, une initiative de la région Pays de la Loire. Mais vous le disiez, Laure, on ouvre ce journal avec une histoire de cloche. J'ai besoin d'un peu d'explication là. Oui, elles sont à l'arrêt à Chemiré-le-Gaudin. Et pourtant, elles n'ont jamais fait autant de bruit, ces cloches. La raison, des fissures qui les ont fragilisées. Si elles sonnaient à la volée, tout pourrait s'écrouler aujourd'hui. Résultat, le centre-bourg est devenu silencieux, mais les habitants, eux, en parlent beaucoup de cette histoire, comme a pu le constater Anthony Piton. C'est un silence retentissant dans ce petit village. Les cloches ne sonnent plus. Ça manque, hein. Quand on est habitué, ça fait partie du quotidien en fait. L'angélus le matin, l'angélus du midi, l'angélus du soir. On est habitué, c'est un repère pour l'heure, c'est un repère pour tout, quoi. Pour moi c'est important. Un repère disparu en raison de fêlures sur le support des vieilles cloches de l'église. Alors pour la sécurité des habitants, plus de glas, ni d'angélus, ni de toxins. Le bruit des cloches, c'est le village, c'est la vie d'un village. C'est important, je trouve, dans les petits villages, d'avoir les cloches. Un patrimoine sonore qui pourrait bien s'éteindre définitivement en raison des coûts d'entretien. On a 2 entreprises qui nous ont chiffré, alors ça s'élève globalement à 35 000 euros, à quelques euros près. 35 000 euros pour les descendre, les réparer et les réinstaller. Ce qui est un budget beaucoup trop élevé pour notre petite commune. Le maire espère trouver des mécènes pour financer les travaux. En attendant, il imagine une solution alternative, beaucoup moins coûteuse. Ce qui va être débattu en commission de travaux. D'utiliser des cloches électroniques qui pourraient être installées dans un délai relativement court et qui répondraient à notre besoin notre urgence. Et malgré tout avec une sonorité comparable à celle des cloches. Son objectif, c'est que le tintement des cloches soit de retour pour Pâques. On ouvre une page sociale à présent, d'abord avec le blocage du lycée Bellevue ce jeudi matin à l'ouverture. Suite à un blocage lundi dernier contre la promulgation de la loi Asile-Immigration, un groupe d'élèves a réitéré l'action ce jeudi matin, empêchant l'entrée de l'établissement dès 8h. Une action qui s'inscrit dans le mouvement national contre cette loi. D'ailleurs, un rassemblement a lieu devant la préfecture du Mans depuis 18h ce jeudi soir. À Bellevue, tout le monde a pu regagner les salles de classe dans le calme en milieu de matinée. On écoute un des élèves à l'origine du mouvement. On est dans un lycée, il faut savoir, où il y a une très petite mixité sociale. On est beaucoup, globalement, des enfants de bourgeois. On a beaucoup de blancs chez nous. On a très peu de mixité ethnique aussi. Donc on montre notre solidarité. Là, pour le coup, il y a peu d'entre nous qui vont être touchés. On montre notre solidarité avec les personnes qui sont touchées. Il faut qu'on soit honnête avec ça. Donc on met en place un blocus, tout à fait en accord avec l'administration. On est vraiment dans une optique de négociation pour l'école publique et pour l'accueil de toutes les personnes immigrées. On revendique le retrait de la loi immigration votée aussi par le RN. On revendique la sortie de tous les lois racistes dans l'éducation nationale et dans tout ce qui a des liens à côté. Le Mans, c'est une ville qui bouge très peu vers la jeunesse. Globalement, les cortèges jeunes en manif, ça tourne autour de 25 ans. Voilà. Donc on essaie vraiment d'avoir une jeunesse vraiment organisée à Le Mans pour faire bouger les choses.
Et puis vendredi, prenez vos dispositions si vous devez venir au Mans par l'autoroute. Entre 250 et 300 tracteurs de toute la Sarthe vont converger vers le Mans pour se rejoindre à 11h30 au péage de l'Océane, le Mans Nord, avant de faire un tour de la Rocade pour finir ce rassemblement au rond-point de Bénère dans l'après-midi. Il faut bien noter que les 5 axes autoroutiers sartois seront bloqués le matin. Certains agriculteurs pourraient déverser le contenu de leur benne devant des enseignes de la grande distribution. Cette action s'inscrit dans un mouvement national et même européen et elle veut montrer la profonde détresse dans la profession. Les revenus des agriculteurs, évidemment, sont au cœur du sujet. Les Pays de la Loire, terre d'agriculture, mais aussi terre de tournage, Laure. 379 jours de tournage accueillis en Pays de la Loire en 2023, une année de tous les records, chiffre du bureau d'accueil des tournages de la région, qui aide au développement de l'activité audiovisuelle et cinématographique sur notre territoire. Et parmi ces tournages, par exemple, vous vous en souvenez sûrement, le téléfilm Mort sur la piste, tourné sur le circuit des 24 heures du Mans avec l'acteur américain Jason Priestley, et qui a quand même rassemblé 4 600 000 téléspectateurs lors de sa diffusion sur France 2 en novembre dernier. Nous l'avions rencontré lors des 24 heures moto et c'est au moment du tournage justement. Allez, on vous emmène pour un voyage en train, pas comme les autres cette fois. Oui, vous avez peut-être croisé certains musiciens dans des TER des Pays de la Loire ce mercredi et ce jeudi. Dans le cadre de ma région virtuose, plusieurs musiciens ont réalisé des concerts improvisés auprès des passagers. Colin Ancel y a participé. On vous souhaite un très bon voyage en musique. Quatre saxophonistes au beau milieu d'un TER entre Laval et Sablé-sur-Sarthe, le quatuor Ellipsos participe pour la deuxième fois à Ma Région Sonore en jouant dans un train. On voyage, on sillonne la région musicalement. On monte dans les trains et puis on amène la musique au plus près des gens. Et donc on joue à différents endroits, sur les plateformes, dans les wagons. Donc c'est assez unique comme expérience parce que l'acoustique n'est pas du tout celle d'une salle de concert. Là, il faut s'adapter, jouer moins fort et puis essayer de trouver cette connexion qu'on a entre nous. Le plus difficile dans cet environnement, trouver l'équilibre. C'est pas stable, donc il faut anticiper en fait les mouvements du train. Donc on est en espèce de rythme permanent avec la musique et le train. Ces musiciens ont été choisis par la région Pays de la Loire. Le quatuor revisite des musiques d'Ed Sheeran à Brahms devant un public un peu surpris. Je me demandais s'ils faisaient que voyager et puis ils ont levé leurs instruments et commencé à jouer. C'est un super moment, on n'a pas ça en Angleterre. C'est agréable d'entendre ça dans un train. Un échange atypique aussi pour les artistes. On est en train de jouer, donc on croise plutôt des regards, c'est plutôt le regard qui nous guide. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que c'est souvent un regard bienveillant, un regard qui nous dit merci. Et en fait, le fait que nous, musiciens, pour une fois, c'est pas le public qui vient dans la salle de concert, mais c'est nous qui allons vers le public, en fait, c'est une rencontre qui est quand même assez unique, quoi. Après 2 jours de rencontres dans des trains, l'événement Ma Région Virtuose pose ses valises dans plusieurs villes de Sarthe pour des concerts qui débutent dès vendredi soir. Et nous aussi, on dit au revoir au contrôleur du train. Allez, maintenant, on place à notre invité, Laure, avec Yves Calip, maire adjoint en charge des solidarités au Mans. Il vient nous parler du Congrès national des solidarités, justement, qui aura lieu du 2 au 3 février prochain au Palais des Congrès. Bonsoir Yves Calip, vous êtes également conseiller communautaire, président du Centre communal d'action sociale du Mans et vice-président de l'UNCAS ou Union nationale des centres communaux d'action sociale. Et c'est surtout à ce titre que vous avez eu l'idée, dès 2019, de lancer ce congrès. C'était la première édition en 2019, la seconde là en février. Pourquoi faire au juste ce congrès des solidarités? Quel est l'objectif, Yves Calip? Bonsoir d'abord. L'objectif, c'est de pouvoir permettre à l'ensemble des associations qui travaillent sur la solidarité et les actions sociales de pouvoir confronter leurs expériences, la connaissance des territoires, et faire des propositions qui devraient être prises en compte par les décideurs politiques, le gouvernement entre autres, et en faire des politiques publiques. Parce qu'ils nous descendent toujours des choses qu'on doit mettre en place dans les collectivités, les CCAS, les associations.
mais ne s'occupent pas trop de ce qui se passe réellement sur le terrain. Quel type d'associations et de collectifs qui travaillent, qui œuvrent pour le bien-être des habitants? Qui peut participer à ce congrès? Alors, toutes les associations qui existent, que ce soit dans le social, la solidarité, le sport, la culture, le handicap, enfin... Même des petites? Même les petites, au contraire. Je pense que les petites, c'est le cœur de ce qui se fait en termes associatifs. Et donc, il y a des petites associations locales, il y a des grandes, qui ont y compris des responsables nationaux. Donc, on a invité toutes ces personnes à venir échanger. Mais tout le monde a sa place, y compris les personnes qui font acte de solidarité. Par exemple, il y en a qui participent une fois par an ou 2 fois à la collecte organisée par la Banque alimentaire, par exemple, par les Restos du Cœur et par d'autres. Ces personnes, il faut qu'elles viennent, elles ont toute leur place. Et c'est pas... Il n'y aura pas de discours pour expliquer aux gens qui seront là. C'est comme ça qu'il faut faire. Au contraire, ceux qui seront là, ils diront, voilà, nous, notre expérience, comment on peut articuler tout ça pour que les personnes concernées soient mieux dans leur vie. Alors, ça dure 2 jours, les 2 et 3 février, je l'ai dit, au Palais des Congrès du Mans. Et donc, il va y avoir des groupes de travail par thématique. Le grand thème qui réunit tout ça, c'est solidarité et transversalité. Où en sommes-nous? Ça demande une petite explication, s'il vous plaît. L'explication, elle est simple, c'est qu'on travaille tous dans des domaines différents, l'aide alimentaire, le handicap, un certain nombre de choses, l'insertion. Et on se dit, nos actions, à un moment donné, elles sont bloquées parce que qui va pouvoir relayer, qui va pouvoir prendre en compte la situation que j'ai. Et donc la transversalité, c'est ça. C'est permettre à l'ensemble des associations de se connaître et puis de faire part de ce qu'ils font, les interventions. Moi, j'ai l'expérience de 2019 où le monde du handicap m'avait dit « Non, faites pas un atelier spécifique, c'est transversal. » Voilà. Sauf qu'à l'arrivée, c'est tellement transversal qu'on a maltraité le sujet. Donc les associations m'ont dit « Non, mais Yves, tout va bien. Bon, elles sont gentilles. » Mais moi, j'avais perçu qu'on n'avait pas traité le sujet correctement. Donc là, on a un atelier handicap et inclusion. Et on voit bien dans les premiers tours, les premières synthèses qu'on a, qu'en fait, la transversalité, elle est posée, elle existe. Voilà. Et donc, il y a des choses transversales qui se font. Et le samedi matin, on traitera de ça, sur transversalité, où en sommes-nous, et surtout, comment on peut la développer, comment on peut faire, sur quel outil on doit s'appuyer pour que cette transversalité, elle soit importante. Hier matin, j'étais à l'UNCAS, au vœu de l'Union nationale des CCS. On a rencontré toutes les grandes associations. Et donc, ce qu'on fait au niveau national, nous, on l'a déjà fait au niveau local, puisqu'avec le Mans solidaire, c'est ce qu'on fait, et avec ce congrès, c'est ce qu'on fait. Mais on sent bien que les grandes associations, elles ont aussi besoin d'être transversales. Puis, un deuxième point qui me semble important, c'est qu'il y a un grand nombre d'associations d'élus, les départements, les maires, les régions, France urbaine, les intercommunalités, enfin, un grand nombre. Tout ça, ça travaille sur le social. Comment ils font pour se parler? Et donc la grande idée, puisque on les a invités, c'est qu'ils viennent au Mans pendant ce congrès en disant, voilà, nous, notre réflexion nationale sur le thème de l'aide alimentaire ou de l'insertion, c'est celle-là. Comment on croise tout ça et comment on devient transversal? Et comment on peut s'inspirer peut-être de ce que font les autres territoires? Parce tout à que fait. C'est aussi cela. 4 grands sujets, l'aide alimentaire et la qualité, le handicap et l'inclusion, l'insertion, l'engagement. Il reste évidemment beaucoup de place et vous me disiez on peut même venir à la dernière minute si on le souhaite parce que vous avez un palais des congrès entier. Il y avait plus de 600 participants congressistes en 2019. Et donc l'objectif c'est de faire autant et on espère beaucoup plus. Pour les renseignements, vous pouvez aller sur le site de l'Union nationale des CCAS, uncas.org. Et si vous voulez quand même vous inscrire ou demander des informations, il y a ce mail congrèsdesolidarités@lemans.fr. Merci d'être venu nous parler de ce bel événement. Avec plaisir, merci. C'est la fin de cette page d'actu. On se retrouve dans quelques minutes après la pub et la météo. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci à vous de nous avoir choisis et merci à vous d'être de plus en plus nombreux chaque jour à nous regarder sur LMTV Sarthe. Alors pour votre soirée, des conditions météo assez calmes dans l'ensemble, mais attention, alors calme ne veut pas forcément dire avec des éclaircies nocturnes. Vous le voyez, on restera comme sous cette couverture nuageuse bien marquée sous ces nuages. La douceur, elle,
reste présente entre 10 et 12 degrés. Ça fait un effet couvercle avec 10 degrés à Tours, 11 à Alençon, encore du côté de Saint-Calais, à Blois et pour Vendôme. Idem du côté d'Angers, 12 degrés au Mans ou encore à Mortagne-au-Perche. Pour la journée de vendredi, dernière journée avant le week-end. Vous le voyez, toujours cette grisaille qui devrait persister. Sous ces passages nuageux, les températures, elles, évolueront au petit matin entre 6 et 9 degrés avec 7 degrés pour Alençon, encore pour Laval. Idem du côté de Saint-Calais, 8 degrés à Pont-Valin, La Suze, Malicorne ou encore à Blois. Idem du côté de Tours, comptez 1 degré de plus à La Flèche ou encore du côté d'Angers. Petite amélioration pour la suite de votre journée avec le retour de quelques rayons de soleil. Mais attention, déjà également toujours ce petit voile nuageux qui devrait persister avec encore une fois quelques faibles précipitations, notamment sur les départements un petit peu plus à l'est. Les températures entre 12 et 14 degrés, un mercure qui globalement restera toujours au-dessus des normales de saison. Pour la journée de samedi, on prend les mêmes et on recommence avec toujours un petit voile nuageux. Les températures, elles, évolueront entre 11 et 13 degrés. Ça restera plutôt stationnaire avant de retrouver pour la journée de dimanche un ciel beaucoup plus couvert. Mais bien évidemment, au vu de cette échéance, nous y reviendrons lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, passez une excellente soirée. Bienvenue dans la suite. Un point sur la qualité de l'air de ce jeudi d'abord. Eh bien, on a pu respirer puisque lundi était bon sur une bonne partie sud-ouest du département. En cause les températures douces, le vent et la pluie qui ont permis la dispersion des polluants. Et vous le voyez sur la carte de ce vendredi, eh bien, la qualité de l'air sera cette fois moyenne, la faute à des concentrations d'ozone plus élevées. Voilà Laure. Ah oui, on parle à présent de la Biennale du son, Le Mans sonore. Vous allez peut-être vous dire encore, ils en parlent encore. Oui, mais c'est vraiment un événement qui foisonne, Enzo, d'expériences sonores. On s'en est rendu compte. Exact. De concerts, d'événements, d'expositions. Et celle qui a arrêté notre attention, c'est celle que vous pouvez découvrir encore jusqu'à dimanche 28 janvier à 18h. Vous la voyez sur ces images. Ça se passe à l'école des Beaux-Arts du Mans, l'Esbartalm. Dans cet esprit, les élèves et enseignants-chercheurs de l'école d'ingénieurs NSIM vous invitent à l'école des Beaux-Arts donc à participer à une expérience sur inscription. Il reste quelques places. Il s'agit d'une expérience vibratoire unique au monde, réellement. Et nous l'avons testée pour vous. Enzo m'a filmé très gentiment ce jeudi matin. Regardez. Votre pseudonyme, ça peut être vos initiales avec 3 chiffres par exemple. Eh bien, mettez Laurette LMTV. Laurette, comment vous écrivez Laurette? Laurette LMTV. LMTV. Très bien. Voilà. Je mets mon casque. Pour être sûr de vous isoler du son, il y a ce casque-là. Je m'apprête à faire une expérience scientifique. Ce casque m'isole quasiment totalement du bruit. J'ai d'ailleurs du mal à entendre ce que je vous dis en ce moment, parce qu'il ne s'agit pas de son, mais bien de vibration. Je vais poser mes mains sur ces poignets et je vais exprimer mon ressenti vibratoire, c'est-à-dire l'intensité du ressenti que j'ai de ces vibrations. Une vingtaine de signaux vont être envoyés. Et puis, je vais dire si c'est plus ou moins agréable. C'est parti pour 20 minutes de test. Vous avez vu, j'ai fait ça très sérieusement, mais sincèrement, je ne sais pas vraiment dans quelle mesure j'ai répondu de manière intuitive ou pas. Enfin, c'est très difficile de mettre des mots sur la perception que l'on a des vibrations. Et c'est sûrement un des enjeux de cette étude. On va voir. Qu'est-ce que je viens de vivre concrètement là, Adrien Pelat ? Alors, vous avez vécu ce qu'on appelle une expérience de perception vibrotactile qui consiste donc à vous faire ressentir des vibrations à travers vos mains. Et à partir de ces ressentis, vous nous donnez un score de l'intensité vibratoire que vous en avez perçue. Voilà, donc la question scientifique sous-jacente derrière ça, c'est comment l'humain est-il sensible aux vibrations? Existe-t-il des corrélations
entre des caractéristiques physiques des vibrations et puis les ressentis que les humains peuvent en avoir lorsqu'ils y sont exposés. Et c'est un domaine de recherche finalement assez récent, c'est étonnant. Alors tout ça, ça intervient dans des recherches qu'on appelle d'ingénierie vibroacoustique. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ingénierie vibroacoustique? C'est l'art de concevoir, ça c'est de l'ingénierie, des structures, des systèmes, des produits manufacturés qui doivent répondre à des performances vibratoires et sonores données. Donc, on peut souvent citer la voiture comme exemple. Voilà, une voiture qui vibre trop fonctionnera bien moins longtemps. Et donc, ça, c'est des questions de fiabilité. Donc ça, on travaille là-dessus depuis très longtemps. Par contre, effectivement, depuis beaucoup plus récemment, à peu près une année, on peut dire, on travaille sur d'autres questions liées à ces enjeux d'ingénierie vibroacoustique qui concernent le confort. Et évidemment, quand on parle de confort, intervient l'humain et toute sa diversité et sa complexité. Et donc, pour approcher ces questions-là, non plus avec des approches physiciennes, mais avec des approches perceptives, on est amené à faire ce genre d'expérience. Donc c'est une expérience à la fois physique, mais aussi un petit peu psychologique. Là, je l'ai vécu sensoriel et puis même sociologique, j'imagine. Alors sensoriel, et ça c'est évident puisqu'on fait appel au sens du toucher. Psychologique, c'est un mot qui n'est pas forcément facile à appréhender pour nous d'un point de vue scientifique, donc je ne m'exprimerai pas trop sur la chose. Et puis sociologique, effectivement, là le Mans sonore, la Biennale du son, pour nous c'est une aubaine parce qu'on a accès au grand public. Et on a la possibilité d'avoir des réponses d'un grand nombre de personnes. On attend de l'ordre de 120, 130 personnes là. Donc ça, on le saura si c'est sociologique quand on aura analysé les résultats en fait. Fascinant. Dernière question, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce sont des étudiants qui ont modélisé, qui ont travaillé sur cette expérience. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment le cœur de notre métier d'enseignant-chercheur. C'est on est chercheur et enseignant, hein, donc on pose des questions pour lesquelles on pense que les réponses n'existent pas très bien et on imagine des études et on essaie de brancher des étudiants pour qu'ils travaillent sur ces études-là. Et effectivement, c'est exactement le cas ici. Donc Jules Lepan et Mathias Maillard, qui sont deux étudiants de l'ENSIM, l'école d'ingénieurs de l'Université du Mans, qui ont dimensionné ce banc de tests, développé la méthodologie de travail et qui vont essayer de traiter toutes les données qu'on a obtenues cette semaine. Merci beaucoup pour cette découverte d'une expérience scientifique et vibratoire. Et on rappelle les dates, donc c'est jusqu'au dimanche 28 janvier. Et puis pour toutes les informations qui concernent le Mans sonore, il y a le site internet lemansonore.fr. On joue maintenant alors. Oui, on vous fait gagner des places cette semaine pour la 22e édition du Festival du Voyageur Amateur à Lénier-en-Belin. C'est du 3 au 5 février. Regardez, découvrez la question qu'on vous pose ce soir. Cette semaine, gagnez 2 invitations pour la 23e édition du Festival du Voyage Amateur à Lénier-en-Belin, les 2, 3 et 4 février, en répondant à la question suivante. En exposition, les 27 plus beaux clichés vus du ciel de l'astronaute européen le plus expérimenté. De qui s'agit-il? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Et hier, c'est monsieur Patrice Lemoine qui a gagné à Écomois. Bravo à vous. Oui, bravo. Un point alors sur les programmes de cette fin de semaine sur LMTV, des programmes spéciaux. Oui, vendredi et samedi, notre grille en journée est un petit peu modifiée, mais pour votre plus grand plaisir, pour des directs, des programmes spéciaux de 9h25 à 12h30 et de 14h à 18h et 17h pour le samedi donc. Ça se passe à Fort-Massart, le salon, le forum des formations sartoises, des centaines, mais vraiment des centaines. Avec des conférences, des rencontres pendant ces 2 jours pour pouvoir s'orienter en Sarthe. Et des directs qui sont préparés par toute la production de l'MTV Sarthe qui bosse d'arrache-pied depuis quelques jours là-dessus et qui seront pour la plupart animés par Pascal Brulon. Vous pourrez découvrir également les conférences, n'hésitez pas. Tout de suite, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde Culturel avec Chloé Bergerat. Ça, c'est dans quelques minutes. Merci de nous avoir suivis. Puis, quant à nous, on se retrouve vendredi. Au revoir, Laure. Salut.